Le Louvre a été cambriolé une demi-heure après son ouverture le matin du dimanche 19 octobre. Les voleurs ont emporté 8 bijoux de la couronne de France, par exemple le collier de la parure de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, un collier composé de 8 saphirs et 631 diamants, ou encore le diadème de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, constitué de près de 2000 diamants. Dans Code Source aujourd'hui, on refait le film de ce braquage minute par minute et on fait le point sur l'enquête avec 2 journalistes du Parisien, Jean-Michel Descugis du service police-justice et Yves Jéglé de notre service culture. Colpo grosso al Louvre di Parigi. Der Pariser Louvre, das meistbesuchte Museum der Welt. Priceless crown jewels were stolen from the Louvre in Paris. 4 persone tuttora in fuga sono riusciti a penetrare in pieno Jean-Michel giorno. Descugis, est-ce qu'on peut parler du braquage du siècle ? Pour moi, oui, en tout cas pour le 21e siècle, c'est sûr. La manière était très spectaculaire et puis c'est un butin inestimable. Et donc, oui, pour moi, c'est le casse du siècle. Des dizaines d'hommes et de femmes de la police judiciaire, la PJ, sont mobilisés. Jean-Michel, dans le détail, qui mène l'enquête ? Alors, des brigades spécialisées, la BRB, la brigade de répression du banditisme, qui appartient à la PJ parisienne. Il y a 60 policiers de ce service. Et puis, il y a un office central de lutte contre le trafic de biens culturels, qui est spécialisé justement, comme son nom l'indique, dans le trafic d'œuvres d'art. Ça représente combien d'hommes ? Au moins une centaine d'hommes, avec la possibilité de mobiliser très vite d'autres services. Les enquêteurs vont notamment s'appuyer sur la téléphonie. Expliquez-nous ça. Alors, la téléphonie, tous les coups de fil et les messages échangés au moment T du braquage, un peu avant, un peu après, vont être analysés dans des logiciels pour savoir s'il y a eu des coups de fil qui ont été passés. Alors, on sait qu'eux ont communiqué avec des talkie-walkie. Après, il y a aussi cette idée que peut-être il y a une complicité interne. Il y a évidemment d'autres éléments, on va y revenir dans cet épisode de Code Source. On va prendre le temps de raconter ce braquage, mais en s'appuyant aussi sur les éléments dont on dispose aujourd'hui, sur les tout premiers éléments de l'enquête. D'abord, Jean-Michel Descugis, il faut rappeler le contexte récent. Il y a eu 2 cambriolages marquants en septembre dans des musées français. Oui, il y a eu un mois avant un cambriolage au musée Homme de l'Histoire naturelle avec des malfaiteurs qui sont partis avec 6 kilos de pépites d'or. Pareil, des portes fracturées à la disqueuse et puis les vitrines brisées au chalumeau. Et il y a eu aussi début septembre un braquage dans le musée de la porcelaine nationale de Limoges. Les malfaiteurs sont rentrés par une fenêtre dérobée, là encore en brisant cette fenêtre, et ils sont partis avec 2 plateaux chinois et un vase chinois pour une valeur environ de 6 millions d'euros. Yves Jéglé, vous, pour le service culture du Parisien, vous avez recueilli le témoignage d'un ancien directeur de musée, un homme qui a assisté, impuissant, à un braquage violent. C'était le mardi 28 juin 2022 à Maastricht, aux Pays-Bas. Oui, je l'interrogeais juste après le braquage du Louvre. Il me disait que ça lui rappelait un braquage très étonnant qu'il avait vécu dans la plus grande foire d'art au monde, à Maastricht. C'est vraiment un endroit où les musées viennent faire leurs emplettes, en fait, et voir ce qui se passe. Et alors que la foire est ouverte, il y a tout d'un coup des malfaiteurs qui arrivent. Ils sont au milieu de la foule. Ils défoncent avec des masses la vitrine d'un joaillier londonien, donc un joaillier d'art. Ils ont volé là aussi pour des millions d'euros de bijoux design. Et ça a été un traumatisme pour quasiment une génération en fait, de responsables de musées, parce que ça n'était jamais arrivé. Et c'était dans un endroit qui était censé être l'un des plus sécurisés du monde, puisque c'était connu que c'était des œuvres de fortune énormes. Le Louvre, c'est le plus grand musée du monde en surface. Il est devant le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg et le musée national de Chine à Pékin notamment. Et c'est le musée le plus fréquenté au monde avec plus de
8 700 000 visiteurs par an, loin devant les musées du Vatican. Mais ces trésors ne sont pas bien protégés. C'est ce que dit un rapport de la Cour des comptes, rapport qui doit être publié au mois de décembre, mais dont on a appris l'essentiel après le braquage. Oui, alors il faut préciser que c'est un pré-rapport que le Louvre conteste parce que le Louvre n'a pas eu la possibilité d'être consulté et de donner sa version des faits. Laurence Descartes, la présidente directrice du Louvre, n'est pas d'accord avec ce rapport. Néanmoins, le rapport revient sur les années 2019-2024 et dit que malgré tout, le Louvre est bien doté, a beaucoup de mécénat, de subventions, et que cet argent ne va pas d'abord dans la sécurité, dans l'entretien du musée. Il est question d'un nombre trop faible de caméras numériques installées dans les salles. L'aile Richelieu, qui est une des plus importantes, à 75%, ne serait pas dotée de ces équipements vidéo. Un tiers des salles ne serait aucunement surveillées à part par un gardien. Donc c'est un rapport qui a fait du bruit. Mais la partie du Louvre qui a été attaquée a été rénovée récemment. Oui, c'est ce qui m'a le plus surpris quand j'ai appris ce braquage. En 2020, donc les journalistes avaient été convoqués puisque après presque un an de travaux, cette galerie d'Apollon avait été complètement sécurisée et refaite, en tout cas pour ce qui est des équipements. On nous avait expliqué que les verres protégeant les vitrines étaient très résistants. C'était un matériau récent, anti-effraction. Et donc pour le Louvre, on était dans le top de la sécurité et de la modernité. Yves Jéglé, on va en venir au casse du 19 octobre. D'abord, décrivez-nous la galerie d'Apollon. C'est comment à l'intérieur ? C'est plein de dorures, c'est extraordinaire. C'est donc la première galerie du roi. C'est une préfiguration de la galerie des glaces à Versailles, qui sera créée une quinzaine d'années après, à la fin du XVIIe. C'est donc d'immenses tableaux au mur et au plafond, donc des voûtes qui racontent justement Apollon, le dieu de la lumière, du soleil et des arts dans la Grèce antique. Et donc c'est une salle différente en fait des autres salles du Louvre, parce que le chef-d'œuvre est la salle elle-même. Il n'y a pas un seul endroit de cette galerie qui n'est pas extraordinaire. Et jusqu'au matin du 19 octobre, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Finalement, c'est une salle où il n'y a pas énormément d'œuvres. Donc il y a essentiellement ces 3 vitrines qui réunissent ce qu'on appelle les joyaux de la couronne, c'est-à-dire ce qui fait partie des symboles monarchiques. C'est bien sûr la couronne, le sceptre et les bijoux, et notamment les bijoux des reines. Il y a des couronnes et des diadèmes exceptionnels, il y a des broches, il y a des colliers. Ce sont des bijoux qui ont été conçus pour des mariages, des couronnements, mais aussi pour des cérémonies, des bals. Il y a des diamants, il y a du saphir, il y a des améthysmes, des émeraudes. Voilà, c'est tout un art français. Jean-Michel Descugis, 9 jours plus tôt, le 10 octobre, dans le Val d'Oise, dans la commune de Louvre, ça ne s'invente pas, un homme qui loue une nacelle élévatrice de chantier, est victime d'un vol. Oui, il a passé une petite annonce sur le site du Bon Coin pour louer sa nacelle. Il a été contacté la veille par des gens qui disaient vouloir déménager, auxquels il a donné rendez-vous le lendemain, donc le 10, dans la ville de Louvre. Là, c'est un technicien qui s'est rendu sur place et il a vu arriver 2 hommes cagoulés qui l'ont menacé et qui ont embarqué cette nacelle sans, évidemment, le régler. Le dimanche 19 octobre, à 9h30, cet engin vient se garer au pied du musée du Louvre, juste à côté de la scène, qu'est François Mitterrand, et 2 hommes en sortent. Racontez-nous la suite. Alors 2 hommes casqués en sortent. Ils vont dresser le monte-charge jusque sous la fenêtre de la galerie d'Apollon. Il y en a un qui porte un gilet jaune, l'autre un gilet orange, et on les voit donc grimper. L'un d'entre eux va sortir une disqueuse de sa besace et va briser la fenêtre. On sait que l'alarme du Louvre, l'alarme 13, va sonner à 9h34 et 11 secondes. Vous avez pu visionner les images de vidéosurveillance du Louvre. Que se passe-t-il ensuite quand les 2 hommes pénètrent à l'intérieur de la galerie d'Apollon ? Le premier qui pénètre, c'est l'homme au gilet jaune, celui qui a effectivement brisé la fenêtre. Et là, il se met à courir jusqu'à la vitrine des bijoux Napoléon. Il sait exactement où il va, sans hésiter. Et le second, avec un casque gris, il va prendre plus de temps, il va marcher, il va faire une espèce de cercle autour des vitrines. On le perd de vue sur les vidéosurveillances. Et on suppose qu'il menace les agents qui se trouvent dans la salle et qui, eux, vont immédiatement reculer et protéger
comme le veut le protocole de sécurité, les quelques visiteurs, une dizaine de visiteurs qui se trouvent là. C'est leur mission première. La deuxième mission, c'est de prévenir la police, ce qu'ils vont faire aussi. Oui, il y a des visiteurs parce que le musée est ouvert depuis une demi-heure. Que se passe-t-il à ce moment-là? Que fait l'homme qui a le gilet jaune et le deuxième? L'homme au gilet jaune est le premier donc à s'affairer sur la vitrine des bijoux Napoléon. Il utilise sa disqueuse. Bon, c'est une vitrine qui résiste, donc on va le voir à plusieurs reprises chercher dans sa besace d'autres outils. On suppose que ça peut être un chalumeau parce qu'on retrouvera plus tard un chalumeau. En tout cas, il a du mal à briser cette vitrine. Son complice, lui aussi, donc il est sur la vitrine des bijoux souverains et il essaie de briser la vitrine. Pendant ce temps, les gardiens, ils restent à quelques dizaines de mètres de là et ils n'interviennent pas. Oui, ils sont en fait au bout de la galerie, ils sont 3-4 et il y a une espèce de sketch où on voit l'un des vigiles avancer, faire 10 mètres, reculer aussi vite. À un moment, il va s'aventurer quasi au milieu de la galerie et tout de suite repartir en courant aussi vite qu'il est arrivé. Finalement, ils vont renoncer à intervenir par peur que sans doute les malfaiteurs soient armés. Et pendant ce temps-là, on a ces deux malfaiteurs qui s'affairent sur les vitrines, qui ont le dos tourné aux agents de sécurité et qui sont imperturbables, c'est-à-dire qu'ils ne s'en soucient pas. Ils ont beaucoup de mal, ça va durer au moins 2 minutes. Celui au gilet jaune va donner des coups de coude, des coups de poing sur la vitrine. L'autre, des coups d'épaule, mais on voit vraiment comme un rugbyman. Et finalement, la première vitrine qui cède, c'est celle du gilet jaune. Eh bien, il va arriver à faire un espèce d'orifice dedans et on voit sa main se faufiler à l'intérieur de la vitrine et récupérer les bijoux qu'il va mettre dans une espèce de... On voit pas très bien, mais on suppose que c'est une besace. Ensuite, il va rejoindre son complice dans la deuxième vitrine qui, lui, n'arrive pas à percer la vitrine. Il va finalement arriver à faire une espèce de petite fente en bas de la vitrine et passer vraiment sa main et récupérer quelques bijoux, moins sans doute que l'autre. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien là, après c'est le départ précipité, sans doute en raison du timing, parce qu'on sait que effectivement un braquage en plein jour à Paris, il faut le faire en moins de 9 minutes. Au-dessus de cette durée, on risque une intervention policière et donc ça fait un certain temps qu'ils sont là. Il y a 4 minutes à peu près pour monter jusqu'à la nacelle et puis ça fait à peu près 3 minutes qu'ils sont dans cette galerie à tenter de voler ces bijoux. Donc là c'est le départ précipité, on voit l'homme au gilet jaune étalé littéralement et il va perdre des bijoux. Il va s'arrêter, il va stopper sa course et puis il va ramasser ses bijoux, les remettre dans sa besace, repartir, suivi de l'homme au casque. Eh bien, ils vont repartir vers la fenêtre par laquelle ils sont rentrés, mais le deuxième, là, l'homme au casque, au lieu d'enjamber la fenêtre comme l'autre, il va faire une bascule, tête en avant, il va basculer sur le mont de charge. Et depuis le départ, il y avait 2 hommes sur des scooters puissants, des T-Max, qui les attendaient en bas. Oui, qui sont arrivés en même temps que les 2 autres, à 9h30. Ils ont laissé tourner les moteurs. Ils attendaient effectivement leur complice. L'un des malfaiteurs a essayé de mettre le feu à cette nacelle. Il n'y est pas arrivé parce qu'un agent de sécurité est intervenu à ce moment-là. Il l'en a empêché. Et ils sont donc montés sur les scooters, à l'arrière des scooters. Les individus sont en scooter, ils vont quitter. Il y a une vidéo qui a été diffusée qui montre les 2 hommes qui s'enfuient, qui descendent de la nacelle et on entend la sonnerie de la police arriver. La police. On arrête ces entrées. Et ils vont arriver à partir en moto, à s'enfuir. Ils sont partis là. On reconstituera leur tracé, leur fuite grâce à la vidéosurveillance de la ville. On sait qu'ils ont pris l'autoroute A6. Ces hommes ont laissé beaucoup de choses derrière eux. Oui, ils ont oublié beaucoup de choses très importantes, notamment un casque qui est resté à l'intérieur de la nacelle, parce que cette nacelle, ils voulaient la brûler, ils voulaient l'incendier, ils n'y sont pas arrivés, ils ont laissé tout un tas de choses, donc un casque, un gant, il y avait la fameuse couronne d'Eugénie l'impératrice qui a été retrouvée, brisée, par terre, près de la nacelle. Vous l'avez dit, il y a eu un gant retrouvé, un casque de moto. Ça peut permettre de prélever un ADN sur un cheveu, par exemple? Oui, en tout cas, il y a énormément de prélèvements qui ont été faits.
des gants, il y a aussi le chalumeau, des disqueuses. Ils ont pu laisser des traces sur ces instruments, même si, effectivement, ils avaient des gants. Mais le casque et le gant, c'est sûr que ce sont des prises importantes. Et ça, pour les enquêteurs, ça peut permettre de voir s'il y a un ADN qui match dans l'un des fichiers dont dispose la police ? Si, effectivement, les enquêteurs retrouvent de l'ADN, et si le type est connu de la police, eh bien, ça va, comme on dit dans le jargon policier, matcher. Après, le travail, c'est évidemment de géolocaliser l'équipe, etc. Et puis, on peut imaginer que les enquêteurs, ils vont essayer aussi de savoir où sont les bijoux. Et qu'il n'y aura pas d'interpellation précipitée. La priorité, c'est de retrouver ces bijoux. Yves Jéglé, ces bijoux volés, ils symbolisent une partie de l'histoire de France ? Oui, une grande partie, puisque souvent, et c'est ce qu'on découvre un peu à travers ce fait divers, parce qu'on connaît mal cette histoire-là, c'est des bijoux qui ont été rachetés, des couronnes qui sont passées d'une reine à l'autre. Par exemple, le diadème de Marie-Amélie, qui était l'épouse de Louis-Philippe, l'aurait acheté à la reine Hortense, qui elle-même était la fille de Joséphine de Beauharnais, donc la première épouse de Napoléon. Et ça, c'est certain. Et selon une légende, ce bijou viendrait même de Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI. Mais une légende qui est quand même accréditée aussi par des historiens. Donc c'est l'histoire de France. Ça montre aussi tout ce lien d'une génération à l'autre, d'une royauté à l'autre. Pendant près de 3 jours, on a parlé d'un préjudice inestimable, mais le mardi 21 octobre, la justice a communiqué une estimation chiffrée de la valeur du butin. Oui, le butin a été estimé à une valeur de 88 millions d'euros. Alors c'est le Louvre qui a fait cette estimation, qu'on lui a demandé. Les experts sont pas partagés, mais c'est très difficile, parce que finalement, un prix vient d'un marché. Or, il n'y a pas de marché pour ces bijoux, puisqu'ils sont inaliénables, ils ne peuvent pas être vendus, donc ils n'ont pas de prix. Mais bien sûr, toutes ces matières, les diamants, l'améthyste, il y a beaucoup de matériaux extrêmement précieux, très très rares, sans parler du savoir-faire des artisans d'art qui les ont façonnés. Jean-Michel Lécugis, le mode opératoire, est-ce qu'il correspond à une équipe de professionnels ou d'amateurs ? Il y a un peu des deux. Bon, c'est un vol très astucieux et très audacieux, très spectaculaire. Ils savent exactement où ils vont mettre la nacelle, ils ont tout bien préparé. Mais ils ont laissé des éléments importants derrière eux, à partir desquels les policiers peuvent remonter. Yves Jéglé, on l'avait raconté dans Code Source avec vous en février 2025. C'est après un vol en 1911, le 21 août 1911, que le tableau de Léonard de Vinci, La Joconde, est devenu célèbre dans le monde entier. Oui, absolument. La Joconde n'était pas l'icône du Louvre avant son vol. D'ailleurs, elle n'était pas présentée dans un écrin particulier. C'est d'autres tableaux italiens qui étaient les tableaux principaux du Louvre. C'était évidemment un Léonard, donc un tableau d'un grand peintre. Mais il faut finalement cette légende, cette folie médiatique, parce qu'il y avait déjà une folie médiatique en 1911. Les journaux de toute la planète en avaient parlé. Et on peut se dire que ces bijoux, mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas s'ils reviendront. La Joconde est revenue 2 ans après. Ces bijoux, finalement, on les connaissait sans les connaître. Beaucoup de gens, moi, lors de reportages, m'ont confié qu'ils n'étaient jamais allés dans cette salle. La galerie d'Apollon est magnifique, mais ça n'est pas l'endroit le plus visité du Louvre. Le Louvre, d'ailleurs, n'est pas connu avant tout par ses joyaux de la couronne. Il est connu pour ses peintures, l'Égypte, tout ça. Et donc, oui, je pense que ces couronnes, ces diadèmes vont entrer dans une forme de légende, et aussi ces souveraines. Jean-Michel Lécugis, avec tous les éléments dont disposent les enquêteurs aujourd'hui, ils ont bon espoir de retrouver les braqueurs ? Oui, ils ont bon espoir de retrouver les braqueurs assez vite, je pense. Après, la question, c'est les bijoux. Et là, les gens sont moins optimistes. Le risque, c'est que les couronnes, les boucles d'oreilles, les diadèmes, les broches soient démontées et qu'on revende séparément les diamants à l'unité, au détail, dans des pays étrangers.